Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, la crise financière de 2008. C'est peut-être l'événement économique le plus marquant depuis la Grande Dépression. C'est une histoire complexe, c'est vrai, mais qui a secoué le monde entier. Et on va décortiquer ensemble comment tout ça a bien pu arriver. Alors, oui, on va parler d'économie, mais franchement, accrochez-vous, parce que ça ressemble plus à un scénario de film catastrophe. Vous savez, le genre de film où tout s'enchaîne et où on se dit non, c'est pas possible. Eh bien si. Sauf qu'ici, les monstres, c'était pas des créatures étranges, mais des produits financiers au nom bien compliqué. Et attention, on ne parle pas juste de chiffres abstraits sur les marchés financiers. Non, non, l'impact a été bien réel et surtout bien humain. Regardez ce chiffre, 3 millions. C'est le nombre de familles qui ont perdu leur maison juste aux États-Unis et en une seule année, 2008. C'est juste énorme, ça donne une idée de l'ampleur du désastre. Bon, pour y voir plus clair dans ce chaos, on va suivre un plan simple. D'abord, le calme avant la tempête, pour comprendre les origines. Ensuite, l'éclatement de la bulle. Puis, comment tout ça s'est propagé au monde entier. On verra la réaction des gouvernements, un sacré dilemme. Et enfin, les leçons qu'on en a tirées. Alors, tout commence au début des années 2000. Et à l'époque, tout allait bien, trop bien même. C'est un peu le piège. L'économie semblait super solide, tout le monde était confiant. C'est ce qu'un économiste, Hyman Minsky, a appelé le paradoxe de la tranquillité. En gros, quand tout va bien, on a tendance à baisser la garde, à prendre plus de risques et à s'endetter un peu trop facilement. C'est un peu comme une recette de cuisine pour une catastrophe. Il y a eu plusieurs ingrédients qui, une fois mélangés, ont créé la tempête parfaite. D'abord, des taux d'intérêt très bas. Emprunter de l'argent ne coûtait presque rien. Ensuite, les banques ont commencé à prêter massivement, même à des gens très risqués. Ce sont les fameux subprimes. Ajoutez à ça un mécanisme financier un peu opaque, la titrisation, qui cachait tout ce risque. Et enfin, saupoudrer le tout d'un optimisme général qui a fait s'envoler les prix des maisons. Le cocktail était explosif. Ok, les subprimes, c'est quoi ce truc? En fait, c'est assez simple. C'était des crédits immobiliers pour des gens qui, normalement, n'auraient jamais pu emprunter. Le surnom qu'on leur donnait, prêt ninja, ça résume tout. Pas de revenus, pas d'emploi, pas de patrimoine. On prêtait de l'argent sans vraiment vérifier si la personne pouvait rembourser. On peut se demander pourquoi les banques faisaient ça. Tout simplement parce qu'elles n'avaient aucune intention de garder ce risque pour elles. Et ça nous amène au deuxième mot un peu barbare, la titrisation. C'est le mécanisme qui a transformé un problème américain en un problème mondial. Imaginez que les banques prenaient tous ces prêts risqués, les mettaient dans un mixeur géant pour en faire un paquet cadeau financier, et hop, elles le vendaient à des investisseurs aux quatre coins du globe. Le risque, au départ local, se retrouvait éparpillé partout, comme un virus. Pour que ce soit bien clair, regardons le cheminement. Étape 1, une banque américaine accorde un prêt subprime. Étape 2, ce prêt est mis dans un sac avec des milliers d'autres. Étape 3, ce gros sac est vendu par exemple à une banque d'investissement à Londres ou à un fonds de pension à Tokyo. Et voilà, étape 4, le risque initial est complètement dilué, perdu dans le système financier mondial. Le gros problème, c'est que plus personne ne savait vraiment ce qu'il y avait dans ces sacs. Bon, on a planté le décor, un château de cartes qui semblait solide mais qui est en fait très fragile. Évidemment, ça ne pouvait pas durer. On arrive à la deuxième partie, l'inévitable éclatement de la bulle. C'est le fameux moment de Minsky, le point de bascule où l'optimisme aveugle se transforme soudainement en panique totale. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Une décision assez simple en fait. La Banque centrale américaine, la Fed, a commencé à augmenter ses taux d'intérêt pour calmer l'inflation. Sauf que, pour tous les gens avec des prêts subprimes, qui avaient souvent des taux variables, ça a été la catastrophe. Leurs mensualités ont grimpé en flèche. Et là, impossible de suivre. Les défauts de paiement ont commencé à s'accumuler en masse. Et là, c'est l'effet domino. Les prix d'immobilier, qui avaient atteint des sommets, se sont effondrés. Des millions de propriétaires se sont retrouvés piégés. Imaginez un peu. Vous devez encore 300 000 $ à la banque pour votre maison, mais elle n'en vaut plus que 220 000 et ça continue de baisser. Vous êtes sous l'eau, comme on dit. Vous ne pouvez même plus vendre pour rembourser votre dette. Pour beaucoup, la seule issue, c'était la cession. Et c'est précisément à ce moment-là que le problème a cessé d'être juste américain. Grâce à la titrisation, ce n'était plus une épidémie locale, mais bien une pandémie financière. Tous ces prêts toxiques, ces paquets cadeaux empoisonnés, ils étaient partout, dans les comptes des banques françaises, allemandes, britanniques. L'infection était globale. S'il y a une seule date à retenir de toute cette histoire, c'est celle-ci, le 15 septembre 2008. Ce jour-là, un géant s'effondre. Lehman Brothers, une des plus grandes banques d'investissement du monde, fait faillite. Et là, c'est l'électrochoc. La panique devient absolue. Tout le monde s'est dit, si eux peuvent tomber, alors personne n'est à l'abri. Résultat, plus personne ne faisait confiance à personne. Les banques ont arrêté de se prêter de l'argent entre elles. Le cœur du système financier s'est tout simplement arrêté de battre. Et bien sûr, quand le système financier s'arrête, l'économie réelle est touchée de plein fouet. Ce n'était plus une crise financière, mais une crise économique mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez la chute du PIB en 2009. Le monde entier est entré en récession. Et ça veut dire quoi concrètement? Des entreprises qui ferment,
une explosion du chômage. On est passé des écrans de Wall Street à la vie de tous les jours. Face à ce chaos, les gouvernements du monde entier se sont retrouvés avec un choix impossible sur les bras. Et c'est notre 4e partie, la fameuse et très controversée question du « trop gros pour faire faillite ». La question est légitime et tout le monde se l'a posée. Ces banques ont pris des risques insensés. Elles ont joué et elles ont perdu. Alors pourquoi c'est l'argent public, l'argent du contribuable, qui devrait les sauver? Pourquoi ne pas les laisser faire faillite, tout simplement? La réponse tient dans cette expression « too big to fail ». L'idée, c'est que la faillite de ces géants financiers n'aurait pas juste puni les banques, non. Ça aurait provoqué un effet domino catastrophique, emportant tout sur son passage, l'épargne des gens, les entreprises, les emplois. Le risque n'était plus individuel, il était systémique. Mais en sauvant ces banques, on a créé un autre problème, un problème très pervers, l'aléa moral. C'est quoi? C'est l'idée que si une banque sait que, quoi qu'il arrive, elle sera sauvée par l'État, eh bien elle n'a aucune raison d'être prudente. Elle peut prendre tous les risques. Si ça gagne, les profits sont pour elle. Si ça perd, les pertes sont pour la société. C'est le principe du pile-je-gagne, face-tu-perds. Alors, après ce séisme, qu'est-ce qui a changé? On en arrive à notre dernière partie. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, les régulateurs du monde entier ont essayé, tant bien que mal, de changer les règles du jeu financier. Plusieurs grandes réformes ont été mises en place. On a obligé les banques à avoir plus de capital en réserve, un coussin de sécurité plus épais. C'est ce qu'on appelle Bâle III. Des lois, comme Dodd-Frank aux États-Unis, ont tenté de limiter leurs activités les plus risquées. Et on a mis en place des stress tests réguliers. En gros, on simule une nouvelle crise pour voir si les banques tiennent le choc cette fois-ci. Donc, si on devait résumer tout ça en 4 étapes, ultra rapides. 1. L'optimisme et l'argent facile créent une énorme bulle immobilière. 2. La bulle éclate et les gens ne peuvent plus rembourser. 3. La titrisation propage le poison partout dans le système financier mondial. Et 4. Les banques paniquent, le crédit se bloque et l'économie mondiale plonge dans une grave récession. Et ça nous amène à la question finale. D'accord, des réglementations ont été mises en place, le système est, en théorie, plus sûr, mais la nature humaine, l'attrait du profit, la complexité de la finance moderne, est-ce que tout ça a vraiment changé? La question reste ouverte. Une crise de cette ampleur pourrait-elle se reproduire?